l'actualité ce matin, la conférence nationale de la décentralisation CONAD pour des décisions majeures, la décentralisation au Burkina Faso. La session 2020 a débuté ce matin en présence du président du Faso. Depuis la décentralisation intégrale du territoire il y a une vingtaine d'années, qu'est-ce qui est fait pour l'amélioration des conditions de vie des populations et l'enracinement de la démocratie? Les acteurs feront le bilan à suivre donc dans ce journal. Et dans ce journal, réconciliation entre les communautés Peul et Dogon dans les communes de Barani et de Kombori dans la Kossi. Ces deux groupes ethniques s'engagent à mettre fin aux conflits communautaires dans leur zone. C'était au cours d'une cérémonie à Dédougou où elles ont signé une charte. Les détails à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, Soumaïla Cissé est désormais libre. Avec lui, l'otage française Sophie Pétronet, enlevée en mars dernier en pleine campagne électorale. Le chef de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, a été libéré donc jeudi, a annoncé la présidence malienne. Bonjour et ravi de vous retrouver. Et donc, comme je le disais, le président du Faso a présidé ce matin la 6e conférence nationale de la décentralisation. La décentralisation, la session de la CONAD qui est une occasion pour faire le bilan du processus de décentralisation et faire des propositions et recommandations pour une mise en œuvre réussie de la décentralisation ici au Faso. Pascal Kané. 2 décennies de décentralisation passées en revue à cette 6e session de la conférence nationale de la décentralisation CONAD. Une conférence qui se tient après l'adoption du nouveau référentiel de la décentralisation en 2018 qui exige la présidence du président du Faso. C'est l'occasion de faire le bilan du processus de la décentralisation au Burkina Faso, mais surtout en rapport avec l'actualité. Décentralisation et défis sécuritaires, c'est autour de ces thèmes que se tiennent les discussions. Car au moment où se tient cette rencontre, certaines collectivités ont du mal à bien fonctionner à cause de l'insécurité. C'est vraiment une conférence qui donne les grandes orientations pour conduire à bon port le processus de décentralisation. C'est pourquoi nous allons donc mener les réflexions et sortir donc des orientations chaque année donc pour permettre donc à la décentralisation d'évoluer positivement donc malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Et vous savez que nous avons des communes aujourd'hui en difficulté donc où les conseils municipaux n'arrivent pas à se réunir, etc. On va se pencher sur ça aussi et trouver certainement donc des solutions idoines. Présent à l'ouverture des travaux, les partenaires techniques et financiers suggèrent de mieux coordonner les sources de financement des activités des collectivités locales tout en reconnaissant les efforts de déconcentration de l'État. Ils s'engagent par ailleurs à rester aux côtés de l'État burkinabé dans ce processus. Le président du Faso salue l'engagement et la persévérance des élus locaux dans leur combat quotidien pour le développement de leur collectivité malgré les difficultés. Certains ont même payé de leur vie dans ces combats. Malgré les difficultés de tous ordres, vous ne baissez pas les bras. Vous continuez à œuvrer avec abnégation pour la bonne marche des affaires de vos territoires. Je vous invite par conséquent à continuer à vous investir pleinement dans les réflexions en vue de dégager les orientations propices à un renforcement de vos capacités. L'État, pour sa part, continuera à appuyer les efforts des collectivités territoriales en les accompagnant dans le cadre de la déconcentration des services conformément à son nouveau rôle, de même qu'il poursuivra le financement du processus de décentralisation. Le président du Faso invite par ailleurs les participants à la conférence à faire des propositions concrètes au gouvernement qui reste toujours à leur côté. Ces propositions viendront s'ajouter à celles de la rencontre gouvernement-président des collectivités tenue hier à Ouagadougou. Les maires des communes du Burkina Faso et le ministère en charge de l'éducation se parlent à Tinkodogo. Ils échangent sur la gestion des ressources, des compétences transférées aux collectivités territoriales, mais aussi dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire et un dialogue pour garantir une rentrée réussie. Des détails avec Tanga Robert Kafangou. Comment gérer de façon efficace les ressources allouées à l'éducation et transférées aux communes? C'est la question qui réunit le ministre en charge de l'éducation et les maires des régions de l'Est, du centre-Est et du centre-Sud, ici à Tinkodogo. C'est à l'occasion des journées de concertation entre les communes et le département de Stanislas Ouaro qui s'ouvrent à cette cérémonie.
Les questions des infrastructures, de la cantine et des fournitures scolaires et le contexte sécuritaire et sanitaire seront au milieu des échanges. Et ça nous fait un peu plus de 32 milliards de francs CFA en moyenne par an que nous transférons aux collectivités. Et donc pour nous, il était important que ceux qui reçoivent les ressources puissent rendre compte et que nous puissions aussi échanger avec ces structures-là pour évaluer donc les défis, discuter des difficultés et aller sur de nouvelles bases. Pour les maires, c'est l'occasion d'exposer les problèmes rencontrés dans la gestion de ces ressources afin de réfléchir à des solutions. Si nous avons vite les transferts, nous pouvons faire vite nos commandes et pouvoir satisfaire l'ensemble des écoles. Il y a quoi? Nous devons d'abord, dans un premier temps, les infrastructures scolaires. Il y a les équipements que nous devons acquérir, il y a les véhicules que nous devons acquérir. Mais si nous les avons tôt, on peut prendre toutes les dispositions, lancer le marché. Les maires sont immédiatement interpellés par les populations. Et donc, tout repose sur nous. Et comme on a la chance de se retrouver avec l'administration, enfin, le ministère concerné, nous allons nous parler sérieusement. Ces rencontres se tiennent pour la 4e fois depuis 2017 et les 2 jours de travaux permettront aux acteurs de formuler des recommandations après avoir évalué le niveau de mise en œuvre de celles des éditions précédentes. Et puis, clap de fin pour la caravane PNDS à Bobo-Tulasso, une caravane qui a sillonné pendant plus de 2 mois une vingtaine de localités dans le pays pour informer sur les réalisations du PNDS. Donc, en 2 mois de constatation pratique, les membres de la caravane se disent satisfaits de ce qu'ils ont pu voir sur le terrain. Kadouro Menki. Après environ 2 mois de constatation pratique des réalisations exécutées, dans le cadre du Plan national de développement économique et social PNDS à travers les différentes régions du Burkina, la caravane PNDS est à sa dernière escale. Une caravane débutée le 8 août dernier et qui s'achève ce 3 octobre sur une note de satisfaction. Et je peux dire en termes de bilan que c'est un bilan plus que satisfaisant. Sur le terrain, les réalisations sont concrètes. Il y a beaucoup d'avancées en termes d'infrastructures, dans le domaine également de l'éducation, de la santé. Il y a énormément de travail qui a été fait. La caravane PNDS est une initiative de regroupement de jeunes connus sous la dénomination Le Mouvement C'est Moi d'abord. Une initiative qui répond au principe de redevabilité de l'État vis-à-vis des populations. Grâce à la mise en œuvre du PNDS, Bobo-Tulasso n'a aucune école encore sous période. Bref, on peut citer beaucoup, mais je pense que le bilan, vous l'avez vu, le DREP a fait, c'est à 88% de mise en œuvre du PNDS. Donc on peut dire que dans la région, nous sommes satisfaits, dans la commune encore, on est beaucoup satisfaits. Nous avons une situation où, dans l'ensemble, on doit se satisfaire de la mise en œuvre du PNDS. Je ne parle même pas d'un verre à moitié plein, je parle d'un verre à 3/4 plein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et tant au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau du développement des moyens de production, le Burkina a radicalement changé. N'empêche que des efforts restent à fournir. Et le comité d'organisation de la caravane PNDS a recueilli les attentes des populations. Des préoccupations qui seront compilées et soumises au gouvernement. Je le disais en titre, les communautés Peul et Dogon dans les communes de Barani et de Kombori dans la province de la Kossi, résolument tournés vers la réconciliation, ces 2 groupes ethniques s'engagent à mettre fin aux conflits communautaires dans leur zone. Ils ont signé à Dédougou, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, une charte en vue de ramener la paix et la cohésion sociale dans cette partie de la province de la Kossi. Aïssa Janda, sur place à Dédougou. À travers cette signature, le chef des cantons de Barani et celui de Kombori enterrent la hache de guerre. Sous l'égide du chef des cantons de Dédougou, ces 2 communautés, Peul et Dogon, s'engagent à coexister pacifiquement comme de par le passé. Avec l'acte de ce matin, nous ferons que renforcer déjà ce que nous avons toujours fait. Donc c'est de sensibiliser et appeler les gens à la paix et à la cohésion. Moi je vais demander, souhaiter en tout cas à nos communautés, à nos parents, en toute sincérité, l'engagement a été signé, ils n'ont qu'à tous déposer les armes. Cette démarche de réconciliation
initiée par le Massaton, la fêtière des chefs coutumiers de la boucle du Mouhoun, avec l'accompagnement de l'ONG Seno Vert, marque le début du retour de la paix dans la zone de Barani et Kombori. Si vous êtes chef, ce que vous souhaitez pour votre population, c'est la paix, et la paix conduit au développement, le développement au bonheur. Et c'est le principal objectif que se fixent tous les chefs. Les devants sont venus nombreux, les peuples sont là, et si ce que nous avons fait ce matin est sincère, si c'est venu du cœur de chacun, nous pensons qu'on va aller forcément vers la paix. La paix et la cohésion sociale, c'est le souhait de toutes les parties, car l'insécurité a vidé des villages entiers de leur population qui ont hâte de répartir ce zèle. Les femmes de la coalition des associations pour la défense du droit au logement dénoncent les lois sur la promotion foncière et immobilière au Burkina Faso. Elles exigent en effet l'arrêt des actions des promoteurs immobiliers, notamment l'abrogation de la loi 057 du 20 octobre 2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso et la relecture de la loi 034 du 3 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Ces femmes envisagent une marche ce 20 octobre sur l'Assemblée nationale pour réclamer leur droit au logement et à la propriété foncière. Maxime Zongo. L'état de la gestion du foncier au Burkina et particulièrement à Ouagadougou, certaines femmes de la capitale ne sont pas satisfaites. Alors là, pas du tout. Ce 8 octobre, elles l'ont brillamment exprimé à la Bourse du travail de Ouagadougou. Réunies au sein de la coalition des associations pour la défense du droit au logement, elles ont tenu à défendre leur point de vue à travers cette conférence de presse. Pour leur coordinatrice Fatimata Nikiema, la situation des femmes des couches vulnérables est particulièrement dramatique. Toujours selon elle, nombreux sont des couches qui sont confinées dans des quartiers précaires exposés aux inondations. Et pourtant, beaucoup de promesses électorales avaient été faites dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Si rien n'est fait d'ici là, ont-elles menacé, elles vont inviter leurs membres à boycotter les élections du 22 novembre prochain. Séance tenante, elles ont décidé de l'organisation d'une marche meeting le 20 octobre prochain en direction de l'Assemblée nationale. Contre les grossesses non désirées, l'ONG Marie Stop International sensibilise à Banfora dans les Cascades. C'était au cours de la journée mondiale de la contraception. Pendant 2 jours, l'équipe mobile a échangé avec les populations de cette localité sur la prévention des grossesses non désirées. Conseils pratiques et sensibilisation étaient au menu de ces 2 jours d'échange. Kadouro Menki. L'ONG Marie Stop International dépose ses valises dans la cité du paysan noir avec une mission bien précise, celle de lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Pour une jeunesse consciente, c'est l'abstinence. Au-delà de l'abstinence, ceux qui se sont déjà engagés, ou bien comme on le dit, qui ont déjà entamé les pas, on leur donne maintenant la possibilité de ne pas être mère étant à l'école. Donc il nous arrive même de rentrer faire des sensibilisations avec la programmation des établissements secondaires, les responsables, également avec la collaboration des responsables des structures sanitaires qui s'y résident. On fait des sensibilisations et au besoin, si l'élève ou bien s'il y a un corps enseignant qui en a besoin, les méthodes contraceptives, on peut l'octroyer soit au CSPS ou bien même au sein de l'établissement si l'occasion se présente à ce qu'on puisse faire des prestations. Des activités de sensibilisation qui se déroulent à l'occasion de la Journée mondiale de la contraception. Un appui de plus pour les autorités de Banfora, inscrites déjà dans une dynamique de sensibilisation des populations sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi nos services de santé qui sont dans la mouvance et donc nous allons nous accompagner pour que les cibles soient atteintes, les différentes cibles qui sont définies. Il y en a plusieurs, il y en a les jeunes, il y a les femmes, il y a les couples qui demandent les informations et les services en matière de santé et de reproduction. Banfora n'est pas la seule localité qui accueille l'équipe mobile de l'ONG Marie Stop International. Les villes comme Ndorola, Orodara et Oundé ont également bénéficié des prestations de cette ONG au mois d'août dernier.
Ce 8 octobre, les acteurs de la chaîne de valeur du riz se sont retrouvés pour l'adoption d'une stratégie favorable à leur filière, une stratégie à même de les aider à accroître la présence du riz paddy sur le marché national. Explication Ounou Sissé. La commercialisation du riz paddy est un casse-tête pour les producteurs burkinabés. Les causes imputables à l'importation massive du riz par les commerçants et la faible disponibilité du riz paddy sur le marché national. Les acteurs de la filière réfléchissent ici à des stratégies en vue de changer la donne. La question de commercialisation n'a pas trouvé toujours la solution. Et aujourd'hui, il faut avoir toujours la main un prix rémunérateur. C'est bien vrai, bon, les 1 million de tonnes, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et nous pensons que si on trouve la solution sur la commercialisation à un prix rémunérateur, nous pensons que nous irons y arriver. En attendant, le ministère en charge de l'agriculture joue sa partition en mettant en place des mécanismes pour accroître de manière significative la quantité et la qualité du riz burkinabé. Il y a des appuis concrets qui ont été apportés aux coopératives, aux producteurs et à toutes les formes d'organisation de producteurs qui existent, des labours gratuits, l'apport de semences et d'engrais à des prix subventionnés, un encadrement vraiment très serré pour suivre les itinéraires techniques. En plus de ces mesures pour booster la filière, les acteurs demandent au ministère de se pencher sur la résolution du retard de paiement des factures et de la mise en place d'un fonds de garantie. L'Institut africain de management IAM devient université de l'unité africaine. Face à la presse, le président du conseil d'administration, Ahmed Moussa Diallo, a fait le bilan et les perspectives de l'année scolaire écoulée. Christine Koulibaly. Pour compter de cette rentrée académique 2020-2021, l'Institut africain de management IAM devient université de l'unité africaine sur autorisation du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Une dénomination qui tire son sens de l'idéologie du capitaine Thomas Sankara, explique les premiers responsables de l'IAM. Changement de nom et de statut, mais l'ambition reste la même. Offrir un enseignement de qualité, former des ressources humaines compétitives sur le marché de l'emploi et offrir les meilleures opportunités d'emploi à nos étudiants. La désormais Université de l'Unité africaine entend renforcer ses missions d'enseignement en faisant appel à des enseignants compétents de l'étranger et en multipliant les partenariats avec les écoles et universités à l'échelle nationale et internationale. Ce rendez-vous avec les hommes des médias est une occasion pour les conférenciers de se prononcer sur le High School Diploma délivré aux étudiants souhaitant poursuivre à l'extérieur du pays. IAM est un centre d'examen. Les étudiants viennent à l'école ici, ils utilisent notre salle informatique pour composer aux États-Unis. Donc IAM ne délivre aucun document, aucun diplôme relatif au high school diploma. Nous, on s'assure juste que les étudiants ne trichent pas en composant aux États-Unis. Même l'université de Ouagadougou abrite des diplômes faits en France. Donc je ne sais pas pourquoi une fixation sur le high school diploma. Qu'on nous dise de ne pas faire le high school diploma, oui, mais on ne peut pas dire que le high school diploma fait dans les locaux de IAM par ASL ne sont pas reconnus à l'international. Pour cette rentrée académique, l'Université de l'Unité africaine débutera ses cours le 15 octobre avec pour innovation l'ajout des UFS sciences économiques et de gestion et les sciences juridiques, politiques et de l'administration. À l'étranger, Soumaïla Cissé est désormais libre. Avec lui, l'otage française Sophie Pétronet, enlevée en mars dernier, en pleine campagne électorale, le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a donc été libéré, a annoncé jeudi la présidence malienne. Au cours du week-end, plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés ont été relâchés dans le pays dans le cadre de négociations en vue de leur libération.
Sophie Petronin a retrouvé la liberté près de 4 ans après son enlèvement le 24 décembre 2016 dans le nord du Mali. Avec elle, les autorités ont fait libérer 2 otages italiens, le prêtre Pierluigi Macali enlevé en 2018 au Niger et un jeune touriste Nicolas Kiako kidnappé en février 2019 dans le nord du Mali. Sophie Petronin est attendue en France aujourd'hui par Emmanuel Macron, mais elle a déjà annoncé son intention de revenir au Mali. Avant son enlèvement, elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance à Gao. Ça fait presque 4 ans que je n'ai pas vu comment se déroule le programme. Or, le financement continue, il a pris ma place, donc on me rassure, et c'est mon fils donc j'y crois, que tout va bien. Mais il faut quand même que j'aille jeter un œil juste et le saluer, parce que j'ai pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement, sinon vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre. Selon toute vraisemblance, ce qui a rendu possible la libération des 3 Européens, ce sont les négociations des autorités pour que Soumaïla Cissé, chef de l'opposition, soit libéré. Tous étaient aux mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Pendant le week-end et en début de semaine, les nouvelles autorités maliennes avaient libéré environ 200 djihadistes présumés ou condamnés et les avaient acheminés sans explication officielle vers le centre et le nord du pays. Ce sujet de la libération des otages au Mali occupe la une des quotidiens au Burkina Faso, un sujet commenté par les journaux de ce vendredi. Sekou Zongo. La longue attente de la libération des 2 captifs des Fous de Dieu est enfin levée. Soulagement de Aboubacar Dermé dans l'Observateur Palga. Lesquels captifs, Soumaïla Cissé et Sophie Petronin, écrit le doyen des quotidiens burkinabés. Le journal, à propos de la nouvelle, cette fois-ci, c'est bien officiel. C'est donc la fin d'une longue attente, car certains en étaient même venus à se demander si les ravisseurs tiendraient encore parole et quel genre d'embûche s'était dressé sur le chemin des otages. Maintenant que les 2 otages sont libres, reste à savoir quelles conditions la France et le Mali ont remplies en sus de l'élargissement de la centaine de terroristes pour aboutir à ce résultat. Question à multiples inconnus, mais analyse l'observateur Palga, c'est un coup politique que marquent les nouvelles autorités installées au Mali. Pendant ce temps, aujourd'hui, au Faso s'intéresse à l'avenir politique du désormais ex-otage Soumaïla Cissé. Il aurait pu jouer un rôle important dans la transition qui s'ouvre au bord du Djoliba, mais il devrait à présent prendre son mal en patience, commente aujourd'hui au Faso. Bon coup pour la transition malienne, c'est aussi l'avis du journal Le Pays. Reste à présent pour les autorités de se montrer à la hauteur de l'histoire pour conduire le bateau de la transition malienne à bon port, conclut le journal Le Pays. On s'arrête là pour ce journal. L'information continue sur la RTB en langue nationale Doula, Moré et Fulfulde. Et c'est à partir de 14h. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.